Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une explication linéaire d'un texte de Diderot, de la religieuse de Diderot. Donc pour le respect des droits de l'auteur, cette analyse est effectuée par notre formateur, Monsieur Abdelhak Oulef, à CPA de Fès. Donc voilà comment... Merci. Voilà l'exemple d'une explication linéaire. Donc la narration dans la démarche, pardon, dans la démarche réflexive de la voie énonciative représente un enjeu d'une importance majeure, dans la mesure où il s'agit d'un acte habile qui fait passer l'information en mesurant l'effet qu'elle est censée produire sur le narrateur et derrière sur lui le lecteur. En effet, La religieuse est un roman écrit sous forme de mémoire qu'une religieuse a écrit comme une forme de combat contre l'institution religieuse. Néanmoins, rien ne lui est acquis d'office, et ce n'est pas la véracité de son histoire qui ferait le poids devant le discours religieux dont le représentant passe pour être de grands habiles dans la manipulation des esprits et des cœurs. Cela signifie que les chances de Suzanne de gagner son combat sont très minimes. Néanmoins, étant consciente de l'hypocrisie régnant dans ce système qu'est le couvent, la narratrice avait pris le parti de faire de l'élocution comme partie de la rhétorique, ce que la rhétorique son cheval de bataille. N'est-il pas perceptible de cet effort de séduction qui sous-tend l'entreprise narrative, à même de faire adhérer à sa cause toute personne conduite à lire son manuscrit? D'ailleurs, dans le texte objet de notre explication, la narratrice semble décidée à démontrer que tout le fonctionnement moral, rituel, voire spirituel, est soumis au dédoublement être-paraître. Autrement, la narration, c'est l'interprétation de ce dédoublement, où la fausseté est de mise, d'où mon projet de lecture. Ainsi, il serait judicieux de se demander comment la narration se transforme-t-elle en signe d'intelligence entre la narratrice et le narrateur, dévoilant la comédie des pratiques religieuses dans le couvent. Ce texte progresse en deux mouvements, est composé de deux mouvements. Le premier mouvement, du début, ces humiliantes aventures, le titre pouvant lui correspondre est le suivant: La main de fer sous le gant de velours. Le deuxième, cependant, en attendant la fausseté, cependant jusqu'à en attendant la fausseté comme vérité absolue. La fausseté comme vérité absolue. Le premier mouvement s'ouvre par une figure d'énonciation, à savoir la prétérition, mettant en décalage le dire et le faire. Je ne vous ferai pas le détail de mon noviciat. Prétérition. Alors, je vais vérifier cette figure de style. Donc, on annonce qu'on ne dit pas quelque chose, mais on le dit indirectement. C'est ça, je pense, la prétérition. Pardon. Prétérition. Figure de style par le moyen de laquelle on parle d'une chose en feignant de non vouloir pas parler. Paralypse. Prétermission. Paralypse. Prétérition.
d'autres termes novices. En effet, la voie énonciative semble, par esprit de galanterie, proposer au destinataire de lui épargner des détails de l'innovation. Et pourtant, les détails ne manqueront le long du récit. Le présent d'énonciation et les pronostiques je et vous, qui sont les instances du discours, sont la preuve que le rapport entre celles-ci permet des formules et des attitudes énonciatives qui informent sur le lien qui se cultive entre Suzanne et le marquis le long du récit. On apporte ici des formules des attitudes énonciatives qui informent sur le lien qui se cultive entre Suzanne et le marquis le long du récit. Le décalage se répercutera sur l'ensemble du récit, puisque l'objectif de la narratrice est de montrer que la vie au couvent repose sur une double interprétation, signe d'une hypocrisie double. Si l'on observait, résisterait pas. Cette proposition conditionnelle confirme ce dédoublement. Si l'on observait, cette proposition conditionnelle confirme ce dédoublement d'austérité et ne pas résister. Un tel constat n'est pas sans montrer que les postulants à la vie au couvent sont induits en erreur. Le fait que le fait vécu part sur la base d'une fausse conclusion. Soupçon de sileps. En effet, si imparfait dans la subordonnée plus conditionnelle dans l'autre cas, exprime l'irréel dans le présent de l'écriture. Donc, le fait de considérer cette sileps, d'observer cette austérité, sileps, sileps, austérité, rigueur, force, sévérité, laideur, froideur, fête religieuse, mortification des sons, accord grammatical en inversion répond à notre principe plutôt correct de grammatique. Puis le recette par laquelle un mot est employé à la fois au propre sileps. On est ici que la réponse subordonnée conditionnelle dans la principale exprime l'irréel dans le présent de l'écriture. Donc, le fait de considérer cette sileps, d'observer cette austérité dont on fait l'expérience et de la méditer, invite également à lire cette double interprétation de la situation soumise à la réflexion. L'erreur et la tromperie sont de mise dans cet univers dont la narratrice rapporte les faits. Le coordonnant adversatif mais nous amène à nous rendre compte de l'écart entre cette austérité comme phase d'intégration et le mode de vie doux qui a surpris la novice. Ainsi semble-t-elle se placer dans le point de vue de l'Église austérité pour montrer que ce qu'elle refute dans cette entreprise, ce n'est pas le principe fondateur du monisme, mais plutôt l'hypocrisie qui y est visible. Ainsi, cette douceur de la vie monastique est proposée à comprendre comme une phase de séduction à même de fausser la conduite. Les attentes et la perception de la vie dans le couvent dans l'énumération de la séquence narrative une aussi facile. En effet, cette phase est présentée comme un scénario dont la visée est de
tromper, d'où le retour de la structure attributive de la définition. Une mère est la sœur des plus indigentes. Son étude est de vous dérober. C'est un cours de séduction. C'est elle qui. Cette définition qui revisite les faits tels qu'ils sont organisés au Coran est souvent associée à l'intentionnalité de la démesure, la plus indulgente, superlatif absolu de vous dérober toutes les. Le sémantisme du verbe dérober plus la notion absolue dans le déterminant. Toute la plus subtile, la mieux apprêtée, comparative absolue. Chaque modalisateur en marque énonciative de subjectivité renvoie au destinataire et derrière lui le lecteur. Des signes d'intelligence l'impliquant dans le raisonnement, l'invitant ainsi à lire entre les signes pour mieux comprendre les dessous de cartes du monde intérieur du couvent. Ainsi, la narratrice se sert-elle de son narrateur, vous, si occurrence, comme cette instance qui valide par son expérience les méfaits des personnes vivantes au couvent. Avec le rythme de la phrase, c'est elle qui épaissit, qui vous environne, vous berce, qui vous endort, qui vous impose, qui vous fascine. On a comme l'impression qu'on cherche également à charmer le destinataire. Surtout que tous les actes des sœurs du couvent semblent appartenir au champ lexical de l'endormissement et l'enchantement, épaissir, environner, bercer, endormir, imposer, fasciner. Il s'agit d'un cycle fermé qui va de l'effet physique à l'effet spirituel qui dépossède la culture religieuse de sa volonté pour en faire un corps sans volonté et sans capacité d'action. Après ce portrait du couvent où sont rappelés les faits en vigueur, dans ce lieu, dans la politique est fondée sur la séduction, la narratrice, dans sa stratégie d'impliquer son narrateur, passe du général au particulier en s'érigeant en exemple par le biais du pronom possessif, la nôtre, pour désigner la mère des novices d'une manière ironique. Une façon de dire en sollicitant la connivence du narrateur, que ce qui s'appliquait habituellement à toutes les novices s'est abattu sur elles seules. S'appliquer habituellement à toutes les novices s'est abattu sur elles seules. La nôtre s'attacha à moi particulièrement. Cet énoncé, de par sa position de le raisonnement et par son volume, se donne à lire comme une sorte d'impasse qui ne lui laisse guère le choix. D'autant plus que le pendant de la nôtre est à moi renforcé par l'adverbe particulièrement, dont le volume insiste sur cette posture difficile où la narratrice s'expose à la même tromperie déjà évoquée et qui ne présente pas d'issue. Du déterminant possessivement et pronontoniquement, la narratrice se manifeste en tant qu'être pensant. Je ne pense pas. On dirait qu'elle est passée de sa posture d'objet à celui du sujet, qui d'ailleurs traduit son évolution devant son destinataire. C'est ce qui ressort de la phrase « je ne pense pas qu'il » où le sujet, par la double négation « je ne pense pas aucune » exprime une opinion absolue sur la situation par où elle est passée. Comme novice ayant subi le pouvoir séducteur des mères des novices. En se positionnant dans la certitude concernant son jugement, la narratrice révèle l'effet de cette expérience funeste sur elle devant le narrateur.
Elle semble dire à celui-ci qu'elle est le fruit de cette expérience, à celui-ci qu'elle est le fruit de cette expérience, et lui doit s'en attirer. D'où le caractère aphoristique de cette phrase et de celle qui suit, à savoir le monde a ses précipices, par quoi elle adhère à une règle absolue, mais à laquelle échappe le coordonnant adversatif. Mais les méthodes en vigueur au couvent, je n'imagine pas. Ainsi, en tant que narratrice, elle installe son expérience dans ce qui est unique, dans sa quête de séduction qu'elle cherche à exercer sur son interlocuteur. La narratrice entre dans la phase d'exemplification. Elle est l'exemple et le témoin de son récit. En effet, la proposition si démontre cette facilité avec laquelle la mère des novices, dans son cas, arrive à ses objectifs pour avoir recouru à cette fascination motivée par l'intention d'induire en erreur. La charge ironique de cette phrase est le décalage entre la condition et l'effet qui y est associé. Éternuer, dispenser. Cette ironie est appuyée par le rythme ternaire qui semble ouvrir à l'infini le nombre des dispenses. Les trois phrases qui allongent la liste des dispenses et avec l'intention ironique montrent au narrateur et avec lui le lecteur que cette politique de séduction s'applique indéfiniment jusqu'à atteindre l'excès. La phrase conclusive, la règle c'est pour moi, intervient comme une chute au bout de cette liste qui met en scène le laxisme qui règne dans le couvent une fois la machine de séduction est mise en marche. L'apostrophe imaginée, monsieur, relance cette énumération en soulignant d'autres exemplifications qui paralysent l'esprit de rigueur dans le couvent. La double interpellation par l'impératif imaginé, sollicitant l'attention du narrateur et son imagination, et monsieur, titre de civilité ayant une fonction connative, vérifiant, appelant à plus d'adhésion du narrateur, souligne que le récit est à son acmé, où se vérifie l'efficacité de cette période de noviciat synonyme de tromperie et d'ensorcellement, qui, en désarmant le sujet de sa capacité de juger, le conduit à avancer lui-même au sacrifice, à s'y adonner inconsciemment. À ce moment du récit, la narration se transforme en un acte de dévoilement, voire de dénonciation. D'autant plus que la narratrice reprend sa tonalité aphoristique, où l'impersonnel il ne se passe pas montre qu'une telle démarche est une règle de vie, où tout est construit sur la tromperie et la fausseté. Aphoristique. Pardon. Aphorisme sentencieux, aphoristique. Courte phrase exprimant un principe ou un concept de pensée, souvent par un ensemble d'idées paradoxales, surprenant voire comiques. Sentence, maxime, adage, aphorisme. Apothegme. Apophthegme.
Donc on a dit tromperie et fausseté. Donc c'est auprès du vrai qu'on fait dédouaner le faux. On arrange les vrais et on fait de fausses. Cette fausseté est mise sur le compte d'un angle qui fait perpétuer la supercherie à l'infini et la dédouane au nom de Dieu et des louanges qui s'y rattachent. D'où le champ lexical de la tromperie, histoire fâcheuse, arranger le vrai, faire de fausses, des louanges sans fin, des actions de grâce, mettre à découvert, humiliante aventure. Au terme de ce premier mouvement, il est on ne peut plus clair que la visée de la narratrice est faire à son interlocuteur un tableau du système de conduite dans le cours. Il s'agit d'une image qui se trouve aux antipodes des principes moraux qui sont censés régir les liens entre les individus et les institutions ecclésiastiques. Tout semble commencer par une supercherie où son complice. Tout ce assure le fonctionnement du couvent. Ayant vécu cette expérience sur le plan physique et moral, Suzanne doit donc en persuader le marquis, d'où le recours à des stratagèmes énonciatifs en vue d'impliquer celui-ci dans cette expérience. Ainsi commence-t-elle par une énonciation aphoristique qui, en traçant les principes généraux qui sont censés accompagner et justifier les actes humains, démontre que dans le couvent où elle a séjourné, elle était victime d'ailleurs comme toutes celles qui y séjournent d'un piège comportemental reposant sur le décalage entre l'être et le paraître. La mère de novice reprend en charge par le moyen du douceur simulée cette première phase d'initiation qui octroie aux novices une fausse protection en attendant qu'elles s'engagent et qu'elles accomplissent leur serment. La narratrice, en racontant son propre cas, met à découvert les procédés malhonnêtes en pratique au couvent. De ce fait, le marquis ne pourra que constater que cet engagement que l'on a retiré à la narratrice était contre sa volonté. C'est dans ce sens que dans le deuxième moment de ce texte que l'on peut intituler La fausseté, une vérité incontestable,
marque un changement dans la stratégie narrative de Suzanne. En effet, à ce moment de son raisonnement, contrairement au premier moment où il dévoile mais timidement l'hypocrisie des mères, des novices et de tout le personnel du couvent, elle dénonce sans ambiguïté les méfaits qui sont commis et autorisés par le système moral en vigueur dans le couvent. Ainsi, par l'adverbe cependant, la narratrice marque comme un bon énonciatif pour mieux accrocher l'attention de son narrateur, l'avertissant qu'il s'agirait d'un nouveau regard sur la relation des faits. D'autant plus que le personnage qu'elle était et qui se laissait mener en bateau, comme toutes les futures sœurs du couvent, était prise de vitesse par le temps. C'est pourquoi dans la phrase qui annonce le jour fatidique, il procède par l'emphase. Il approchait ce temps que j'avais quelquefois atteint par mes désirs fatidiques. Qui peut exercer. Pour mieux accrocher l'attention de son aveugle, avait l'avertissement qu'il s'agirait d'un nouveau regard dans la relation des faits. D'autant plus que le personnage qu'elle était et qui se laissait mener en bateau, comme toutes les futures sœurs du couvent, était prise de vitesse par le temps. C'est pourquoi, dans la phrase qui annonce le jour fatidique, il procède par emphase. Il approchait ce temps que j'avais quelquefois atteint par mes désirs. On remarque alors l'effet qu'avait produit sur elle l'effet du facteur temps, ayant agi sur elle comme un étau qui se serre autour d'elle. Ce temps, une sorte de glissement qui la surprise, d'où l'usage du pronom, puis la découverte et l'effet de surprise, ce temps. Le dixit qui montre plutôt l'expérience de la temporalité telle qu'elle existe dans son expérience et dans celle de son narrateur. Le caractère emphatique de l'expression s'accomplit par 3 formes de reprise. Il prend ce temps, non, que j'avais quelquefois atteint par mes désirs relatifs, comme s'il s'agissait d'un fait qui se découvrait au rythme de la conscience, d'autant plus que cette prise de conscience s'accomplit dans une forme d'accusation de l'institution. En effet, le verbe a signifié précipiter. Donc, l'adhésion au noviciat avait été forcée et le pluriel du mot désir désigne les objets concrets, ce qui ne traduit pas l'esprit de la religion, d'autant plus que ce mot traduit une ambiguïté sur laquelle joue la narratrice. D'abord, dans le sens du sentiment d'un manque et envie d'obtenir éventuellement un désir conforme à la volonté de Dieu. Mais le mot pour renvoyer
étant au pluriel à une volonté de répondre à un manque ardent dans la mesure où ce pluriel contredit le sens du mot et peut le rattacher à un marque insatisfait. Cela explique la phrase qui suit où l'adverbe alors en tête de phrase fait de cet état de manque relatif au désir de la cause de la rêverie. Je devins rêveur, qui peut exprimer la recherche de délectation au niveau de l'imagination. Cela est expliqué également par ce parallélisme entre les phrases juxtaposées composant cette proposition. Alors je devins rêveur, je sentis mes répugnances se réveiller et s'accroître. Donc, cet état de rêverie qui la rattache au désir de son corps cause cette répugnance, lui venant de l'état religieux où la narratrice se voit définitivement privée de satisfaire ses désirs. De son corps cause. Cette répugnance lui venant de l'état religieux où la narratrice se voit définitivement privée de satisfaire ses désirs. Sa création, alors privée avec accent aigu, avec l'accord. Sa création est une forme de colère de par son mouvement qui va s'intensifiant, se réveiller et s'accroître. Le fait qu'il consulte à ce propos la supérieure ou la mère des novices montre incontestablement que ses émotions se rebellent si fort qu'elle perd ses moyens de réflexion et sa volonté de puissance dont je les a les conflits. Nous le prenons les compléments de l'idée conformément à l'usage de l'époque est placé entre le pronom sujet je et l'auxiliaire avoir exprime une sorte d'attachement à ses rêveries et une volonté ferme de faire un sort à ses répugnances, un état de confusion puisque pour se débarrasser de cette pression. Voilà, il manque une conclusion. Nous remercions notre professeur pour ce travail, pour cet effort très intéressant. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre institution et bonne journée.